François Beauchesne, bonjour. Bonjour. Comment mettons en place une politique de gestion du risque pénal en entreprise? Alors la politique de gestion du risque pénal, il y a trois choses. D'abord, il y a tout ce qui est prévention. Donc la prévention, c'est quand vous recevez une convocation pour aller, pour être entendu par la police, c'est que ça soit bien, que cette convocation aboutisse bien, en général à la direction juridique ou aux responsables, au DRH, voire au directeur de la sûreté. De façon à pouvoir la traiter et ne pas abandonner son cadre dirigeant tout seul qui va gentiment aller en garde à vue à la suite d'une convocation. Ça, c'est le premier point, c'est de la prévention. Après, on prépare le dossier. En général, on sait de quoi il s'agit. C'est tout simplement. Ensuite, cette prévention, c'est aussi savoir gérer une perquisition. Et on s'est aperçu, nous qui faisons de vraies fausses perquisitions, qu'aucune entreprise ne sait gérer vraiment une perquisition. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, on fouille partout, on n'est pas suivi du tout, on fait absolument ce qu'on veut. Après, ça a un impact sur le plan émotionnel, les gens ne sont pas prévenus, sauf les dirigeants, on travaille aussi la communication interne derrière, et ça a un impact derrière très fort parce que les personnes qui ont été en perquisition ont vécu quelque chose, comme dans la réalité. Et après, on peut leur expliquer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, comment faire. Et on a beaucoup plus d'audience, les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Et comment réagir. Après, il y a tout ce qui est communication interne qui est très très importante. Externe, bah, c'est un petit peu différent parce que là, c'est relativement classique. Interne, c'est important parce que ça dépend de la culture d'entreprise, de sa taille, de son positionnement et ainsi de suite. Et de rassurer les salariés. Parce que vous pouvez très bien avoir une perquisition sans que vous soyez concerné, sans que vous ayez commis une infraction. Ce qu'on constate aujourd'hui, alors quelques chiffres, il en faut toujours, il y a environ 3 à 4 000 chefs d'entreprise qui sont mis en garde à vue par an. Ce chiffre est constant depuis 5 ou 6 ans, mes premières statistiques. Il y a maintenant autant de perquisitions, puisqu'il y a une réforme de la garde à vue en avril 2011, qui prévoit la présence de l'avocat lors des auditions. Cela dit, il faut vivre toutes les périodes hors audition. Une garde à vue, ça peut être long, on l'a vu récemment dans l'actualité. Alors justement, comment un cadre dirigeant peut-il se préparer à une garde à vue? Alors, se préparer à une garde à vue, c'est d'abord savoir ce qu'est une garde à vue, tout simplement. Ce qu'est une garde à vue, quels sont ses droits, on commence toujours par là. Quels sont ses droits? Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4, tout téléphone, avocat, médecin. Et après, on lui explique le déroulement, en partant du principe qu'un homme prévenu en vaut deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez le déroulement, qu'on va vous prendre vos empreintes, que vous allez avoir une photo anthropométrique, qu'on va vous interroger de telle façon, que vous avez telle et telle période de repos, qu'on va vous donner ça et ça à manger, ce qui n'est pas forcément terrible, que les cellules de garde à vue de jour ou de nuit, ce n'est pas extraordinaire, qu'il y a éventuellement une fouille. À partir du moment où vous connaissez tout le déroulement, vous arrivez beaucoup plus serein lors d'une audition ou lors d'une garde à vue stricto sensu. Vous arrivez beaucoup plus serein parce que vous connaissez tout le déroulé. Donc c'est déjà beaucoup plus facile et ça vous permet aussi de vous concentrer sur le sujet, ce qui est très important, de se concentrer sur les sujets, de faire les bonnes réponses. Ensuite, on fait une simulation et on arrive à démontrer à deux qu'on arrive à déstabiliser, malgré tout ça, la personne. En un quart d'heure, 20 minutes, c'est relativement facile. On arrive à déstabiliser la personne. On a de multiples exemples, on le fait depuis 6 ans, et à chaque fois on arrive à déstabiliser la personne, je dirais le cobaye qu'on a choisi parmi le groupe derrière. Et à partir de ça nous permet de leur apprendre à gérer les émotions, à gérer le contexte, à gérer les difficultés de la garde à vue, comment s'endormir sur une planche de bois, par exemple, puisque les lits c'est comme ça, comment gérer son stress, comment gérer un certain nombre de choses, de façon, parce qu'il y a toujours la fatigue, on l'a dit, vous êtes dans des conditions, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans des lieux qui sont complètement inconnus, ça se trouve, vous n'avez jamais mis les pieds là, dans ce milieu-là, vous êtes le chef dans votre entreprise, mais vous n'êtes pas en garde à vue. Donc ça change tout à fait le contexte. Donc on leur apprend comment gérer leurs émotions à travers des exemples concrets et précis, de façon à ce qu'ils puissent le vivre le mieux possible. Alors, il ne s'agit pas de tourner la loi, il s'agit d'être le plus performant possible. Il faut savoir aussi, et ça c'est important, en ce qui concerne l'ouverture de procédures pénales, elles sont en France, elles résultent de 60 à 80% de dénonciations de concurrents, d'anciens salariés, etc. Donc, et que peu, sauf en matière administrative, je dirais fiscale et sociale,
peu aboutissent à un renvoi au niveau correctionnel, à peu près 5%. C'est pas énorme. Donc il y a beaucoup de garde à vue pour rien. Alors, sur la question des délégations de pouvoir, comment ça se passe justement? Alors sur les délégations de pouvoir, il faut d'abord structurer l'entreprise. Donc, c'est-à-dire voir où sont les responsabilités, qui fait quoi, qui est chef d'établissement. C'est une obligation légale. Ça peut être une cause d'aggravation de ne pas avoir mis en place des délégations pénales. Un chef d'entreprise ne peut pas être responsable de tout, il ne peut pas être sur différents sites, sur différents chantiers. Donc il faut qu'il transfère une partie de ses pouvoirs statutaires à ses responsables, à ses cadres dirigeants ou à ses chefs de chantier, par exemple. Et donc on met tout ça en place au fur et à mesure, en fonction je dirais des responsabilités de chacun, tout simplement.